Bon, bonjour à tous. Nous allons continuer avec le chapitre sur les multitreillis. Et en guise de rappel, bon, pour ceux qui se sont connectés qu'aujourd'hui, moi c'est le professeur Célestin Lélé de l'Université de Caen. Et ce cours est sur les multitreillis résidués. Et on a vu au chapitre 1 la notion de treillis. J'annote L, treillis. On a vu au chapitre 2 la notion de treillis résidués. Je note résidu de Lattice. Et au chapitre 2, on a fait la généralité. Et ensuite, on a étudié des sous-classes. Au chapitre 3, maintenant, on a étudié les multitreillis que je vais appeler ML. Et c'est là où nous sommes. Pour créer la différence entre treillis et multitreillis, nous avons traité un exemple. Où ici c'est le 1, A, B, C, D et 0. La différence entre multitreillis et les treillis, c'est quoi? Quand vous avez une situation où deux éléments ne peuvent pas être comparés, la manière de modéliser cette situation, c'est les multitreillis. Je prends un exemple concret. Moi, j'ai des enfants qui sont des jumelles. Et si je vais mettre l'ordre sur mes enfants, on va dire ça c'est le grand frère, ça c'est la grande sœur, ainsi de suite. Mais au niveau des jumeaux, on ne sait pas comment on va les comparer. Et dans ce cas, quand vous avez des grands frères et des grands frères et des petits frères, ainsi de suite, deux jumeaux vont se mettre sur le même niveau et on ne peut pas les comparer. C'est cette situation qui est modélisée par les multitreillis. Ce qui fait que les multitreillis généralisent la notion de treillis. Puisque un treillis, c'est une situation où, pour tout A, B, vous aurez un élément comme ça et un élément comme ça. Le sup et le inf, un seul. Mais si vous avez une situation comme celle-ci, le plus grand entre C et B, c'est les majorants de C et D, C, A, B et 1. Et on ne peut pas dire, on ne peut pas voir qui est le plus petit des majorants de C et D. Dans une situation comme ça, on a A et B qui sont des majorants de C et D, mais le A et B ne sont pas comparables. Donc, c'est la même chose qu'on a dans l'entreprise. On a un directeur, on a des vice-directeurs. Le plus souvent, on dit vice-directeur 1, vice-directeur 2. Mais si les vice-directeurs et autres sont du même niveau, c'est le multitreillis qui représente confortablement cette situation. Donc, en gros, la notion de treillis se généralise en notion de multitreillis et c'est la notion la plus appropriée pour modéliser les problèmes concrets. Hier, nous avons vu tout ça et on a vu la notion des sous-treillis. On a vu aussi la notion sous-treillis. On a vu la notion de sous-multitreillis. On a vu la notion d'idéal. On a aussi la notion, ici j'ai appelé L idéal. Ici, on a aussi la notion d'idéal, M idéal. On a vu la notion de filtre, L filtre. Ici, on a la notion de idéal, L filtre aussi. Sauf qu'ici, nous, on a deux notions, la notion de L filtre et la notion de système déductif qui coïncident. Déductif. Donc, dans le cas du système déductif, c'est dans les treillis résidués. Il ne faut pas qu'on mélange. Ici, on a la notion de M filtre. Ici, on a aussi la notion de homomorphisme.
Ici, on a la même chose. Et hier, on a fait la notion de congruence. Aujourd'hui, on va faire aussi la notion de congruence. La différence ici, c'est quoi? Quand vous prenez la notion de relation d'équivalence avec les éléments, nous, on a ça. X en relation avec Y. Maintenant, le problème va se poser. Dans la situation non déterministe, dans la situation de multitreillis, on a des ensembles. Quand diront que l'ensemble X est en relation avec Y, l'ensemble Y. Ça, c'est à retenir. C'est fondamental. L'ensemble X sera en relation avec l'ensemble Y si et seulement si, pour tout X appartenant à grand X, il existe Y appartenant à grand Y tel que X en relation avec Y. De même, pour tout Y appartenant à grand Y, il existe X appartenant à grand X tel que X, R, Y. Voilà, ça c'est capital. Voilà comment on va interpréter le fait qu'un ensemble est en relation avec un autre ensemble. Et avec ça, on doit retrouver la notion de congruence, comme on a dit hier. Congruence veut dire simplement une relation d'équivalence compatible avec les opérations. Ici, les opérations, c'est le multisup et les opérations, c'est le multi-inf. Et on a bien vu ce qu'on entend par compatible avec les opérations. Avec toutes ces explications, on peut prendre quelques notes. Définition of congruence relation. Si on prend M, un ensemble non vide, et ceci, quand c'est ça, on va noter ça une relation entre deux éléments. Et quand ce sera un ensemble, ça c'est X en relation avec Y, X en relation avec Y, grand Y. Donc, pour les éléments, on note simplement comme ça. Pour les ensembles, on note avec le tir. En réalité, ayant bien compris la définition, chaque fois, il n'y a pas de confusion. Donc, on peut aussi bien dire que X, Y, on peut aussi utiliser la même notation, mais comme on maîtrise la définition, il n'y a pas de confusion possible. Donc, quand ce sera avec les éléments, on va comprendre. Quand ce sera avec les ensembles, il n'y a pas de souci. C'est tout ce que nous avons là, noté à la définition 1. Donc, c'est ce que je venais d'expliquer là. C'est ça ici. Là, nous, on a bien la notion de congruence dans un multitreillis. Donc, c'est une relation d'équivalence compatible avec l'opération. Ça, voilà. Ça, c'est la compatibilité avec le multi-inf. Et ça, c'est la compatibilité avec le multisup. Nous évoluons donc avec la notion de sous-ensemble quotient. C'est clair dans les structures algébriques bien connues. Quand on a une relation de congruence, l'ensemble quotient épouse la structure départ. Donc dans le cas suivant, quand on a un multitreillis, on quotiente par une relation de congruence. Le résultat obtenu est encore un multitreillis. Et là, nous avons les propriétés que vérifie l'ensemble quotient. Et on peut définir aussi la notion de homomorphisme, comme j'ai dit tout à l'heure. Ici, la notion de homomorphisme a deux volets. On distingue deux cas. Le cas où le multitreillis est plein et le cas où le multitreillis n'est pas plein. Le cas où le multitreillis est plein, tout ça se traduit de la manière suivante.
Dans le cas général, le multitreillis n'est pas plein. On a H, 2 points, ou bien F, 2 points, M vers M'. On se comprend que M, c'est un multitreillis, comme de coutume. Bon, on peut prendre son 0, M, un M. Et de l'autre côté, ici c'est M1. Il ne faut pas confondre avec le multi-inf. De même, ici, c'est M', prime, 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 prime. Voilà. On a deux multitreillis ainsi. Un morphisme de F dans l'A sera un multitreillis. Un morphisme de multitreillis. Question de bon sens. On doit avoir F de A et B. Normalement, dans le cas classique, on obtient souvent ceci. Voilà. Sauf que ça, c'est un ensemble. Ça aussi, c'est un ensemble. On a la chose suivante. Ceci doit être là-dedans. Cas général. De la même façon, on aura F de A ou B. Toutefois, si le multitreillis est plein, on a la façon simplifiée du morphisme. Tout se transforme en égalité. Et ici, c'est quand c'est plein. Et ici, ça doit... Il faut se rassurer qu'on reste dans... Il faut se rassurer qu'on reste dans l'ensemble image. Voilà. Donc, voilà les deux définitions de morphisme. Hier, on a vu la notion d'idéal. On a vu la notion de filtre. On peut s'amuser aussi ici à démontrer que l'image réciproque d'un idéal est un idéal. L'image réciproque d'un filtre est un filtre. C'est tout pour ces chapitres. Voici quelques éléments que nous avons utilisés. Et le document le plus utilisé, c'est le tout premier qui date de 1954 et celui de Johnston de 90. Là, nous avons fini avec une introduction sur les multitreillis. On va rapidement passer au chapitre suivant, qui est le plat des résistances. Bon, le chapitre suivant porte sur les multitreillis résidués. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on a dit qu'au chapitre 1, on a étudié les treillis L. Au chapitre 2, treillis résidués, plus une nouvelle classe. Et au chapitre 3, on a les multitreillis. Et maintenant, on va parler des multitreillis résidués. Multirésidués tête letiste. Je préfère la notation anglaise pour rester cohérent avec les autres. On aura donc multirésidués tête letiste. Ou bien, on peut aussi appeler résidués tête multilétiste. Pour moi, c'est la même chose. Résidués multirésidués letiste, le mot, je préfère résidués tête multilétiste. Voilà. C'est l'objet du 5e chapitre. Qu'est-ce qui se passe ici? Avant donc qu'on regarde la définition, nous on a étudié ça. Nous on a étudié ça. En réalité, ceci
c'est la combinaison de la résiduation avec ça. Et ceci sera seulement la combinaison de la résiduation avec ça. En d'autres termes, un multitreillis résidué, c'est la cohabitation des multitreillis et de l'autre côté, la résiduation. Regardons bien. Comme je l'ai dit, un multitreillis résidué, c'est la cohabitation des... Ici, un treillis résidué, c'est ça. On a un ensemble, le treillis. Voilà. Le treillis est là, ça a cohabité avec la résiduation. Ici, on aura quoi? Le multitreillis qui va cohabiter aussi avec la résiduation. Donc, le multitreillis résidué, c'est juste une combinaison du multitreillis et de la résiduation. Tout le langage qu'on a eu sur les treillis résidués, on va retrouver le même langage ici. On peut prendre les notes. Comme j'ai dit, un multitreillis résidué, c'est un ensemble partiellement ordonné qu'on appelle en anglais pocrime. Pocrime. Que signifie pocrime? P ici veut dire partial. Ceci, order, ça c'est commutatif, ça c'est résiduel, ça c'est intégral et ça c'est monoïde. Ça c'est l'abréviation de partial, order, commutatif, résiduel, intégral, monoïde. C'est ça qu'on entend par pocrime. Donc, une autre manière de dire, c'est qu'on a un pocrime dont le support, c'est un treillis. On aura donc un treillis résidué. On a un pocrime dont le support est un multitreillis. On aura la notion de multitreillis résidué. Cette étude des multitreillis résidués ne date pas de longtemps. Le premier article sur ça, c'est Cabrera, une équipe en Espagne qui date de, je crois, c'est 2014. 2014. Donc, les contributions que nous donnerons dans ce chapitre sera généralement le résumé de ce qu'il existe dans la littérature. Et demain, ou bien à la fin de ce cours, au chapitre 6, nous allons donner les résultats qui font partie de notre propre contribution dans ce domaine. Donc, voilà la définition d'un multitreillis résidué. C'est juste un pocrime dont le support est un treillis, est un multitreillis. Les mêmes notations vont revenir. Le x' sera la même chose que x flèche 0. Le x' sera l'ensemble des x', x appartenant à grand X. Et les propriétés du théorème 2, une bonne partie de ces propriétés du théorème 2 se retrouvent au chapitre 2 quand on a parlé des treillis résidués. Ça ne sert à rien d'insister là-dessus. Les propriétés là sont faciles à établir, que ce soit dans le cas des multitreillis résidués ou dans le cas des treillis résidués. Nous abordons maintenant deux notions. La notion de filtre dans un multitreillis résidué. Ici, la philosophie est simple. Nous, on a le multitreillis et on a la résiduation. Donc, la notion de filtrer ici doit combiner la notion venant de là
et la notion venant d'ici. Et à titre de rappel, nous avons vu que la notion de filtre venant de la résiduation, c'est ça. Et on va l'appeler P-filtre. P-filtre ici veut dire filtre d'hypocrime, c'est-à-dire F non vide, F inclus dans L, F P-filtre, c'est seulement si fermé sur la multiplication. Pour tout x, y appartenant à L, x plus petit que y, x appartient à f, entraîne y appartient à f. Ça, c'est la définition de P-filtre. On va dire P-filtre pour dire filtre du Pocrime. On a aussi la notion de système déductif. Et un système déductif, c'est seulement si on a pour tout x, y appartient. Si on a 1 appartient à D, x flèche y appartient à D, ceci entraîne y appartient à D. J'ai dit hier que ceci a une importance en logique et est appelé le modus ponens. Et on a démontré très rapidement que P filtre du Pocrime et système déductif coïncident. Ça, c'est le rappel. C'est ça. Et dans un Pocrime, la notion de P-filtre et de système déductif coïncide. On peut continuer. Ça, c'est la définition d'un multitreillis résidué borné. La définition est classique. On calque sur ce qu'on connaît déjà. Et le résultat important, c'est qu'un multitreillis résidué est toujours full, est toujours plein. Donc, comme un multitreillis résidué est toujours plein, dans le cas des multitreillis résidués, la notion de morphisme, comme nous avons vu au début, va se traduire directement par l'égalité. Nous avons, comme on a combiné le multitreillis et le Pocrime, beaucoup d'autres propriétés intéressantes. C'est l'objet de la proposition 5. La démonstration n'est pas compliquée. On peut le faire en titre d'exercice. De la même manière qu'on a vu dans les multitreillis, on a vu la notion de sous-multitreillis plein et sous-multitreillis réduit. On va faire la même chose ici en ajoutant la résiduation. On aura les définitions équivalentes. C'est pour ça qu'un tout ensemble sera un full sub multitreillis. L2, nous avons la définition là. Nous avons la définition de là. Et quand ce sera réduit, restreint, nous avons la définition là. Et on va comprendre bien que ici, c'est fermé sur la multiplication. Ici, on aborde ici une notion très importante. Je vais expliquer et on reviendra noter si nous on veut. Et ça va nous aider beaucoup dans la suite de ce travail. La proposition 7 dit quoi? On va revenir écrit. La proposition 7 dit ceci. Si vous avez un multitreillis résidué, et si vous démontrez que le sup s'écrase, c'est-à-dire le multisup est réduit à un singleton, automatiquement,
le multi-inf, c'est réduit aussi à un singleton. De même, si vous démontrez que le multi-inf est réduit à un singleton, automatiquement le multi-sup aussi est réduit à un singleton. Ce qui fait que, dans la suite de ce travail, quand on va démontrer qu'un multitreillis résidué se réduit à un treillis résidué, on n'aura pas à démontrer les deux. En démontrant un seul, ça suffit. Et le vrai mot qu'on utilise dans le jargon aussi, c'est collapse. Donc on dit que le multi-sup s'écrase, donc ça devient ceci. Le multi-m s'écrase, ça devient ceci. C'est ça la proposition 7, qui est très très importante. Donc on peut démontrer que si celui-ci est réduit à ça, automatiquement celui-ci est réduit aussi à ça. Et vice-versa. Ça c'est clair et c'est très important comme résultat. On va revenir copier et on va revenir copier et je peux expliquer très rapidement ce qu'on a vu. Tout à l'heure, on a vu la notion de congruence. On a dit que c'est une relation d'équivalence compatible avec les opérations. Donc, question de bon sens, quand on va venir là, voilà. Nous savons comment définir la compatibilité par rapport à multi-inf. On sait définir la compatibilité par rapport au multi-sup. Maintenant, on sait aussi définir la compatibilité par rapport à la multiplication, ainsi que la compatibilité par rapport à la flèche. Donc, une relation d'équivalence sera une congruence si c'est compatible à ça, 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 ça. C'est tout. Et lorsqu'on a une relation de congruence, comme tout à l'heure, quand on passe à l'ensemble quotient, ou bien c'est cette relation de congruence, quand on passe à l'ensemble quotient, on obtient toujours un multitreillis résidué. C'est classique. Pour les treillis, on a obtenu un treillis. Pour les treillis résidués, on a obtenu un treillis résidué. Pour les multitreillis, on a obtenu un multitreillis. De même, pour les multitreillis résidués, on obtient aussi un multitreillis résidué. Là, les problèmes commencent. Nous avons ici la définition de filtre dans un multitreillis résidué. Voilà. Les problèmes commencent ici. Nous, on a, dans le cas des multitreillis, dans le cas des treillis résidués, multitreillis, nous on a ça. Idéal et filtre. Et on a démontré que les deux notions sont duales. Ici, on a la notion d'idéal et filtre. On a démontré que les deux notions ne coïncident pas. De même ici, on a filtre, idéal. Les deux notions ne coïncident. On est maintenant. Ici, nous avons ça, filtre. C'est ça. Et le plus simple, c'est comprendre comment. On a la notion de filtre. Le filtre ici va combiner la notion de filtre venant là et la notion de filtre venant de la résiduation. C'est pour ça que nous avons la définition suivante. Un sous-ensemble sera un filtre dans un treillis, multitreillis résidué, si et seulement si c'est d'abord un filtre d'hypocrime.
ou bien un système déductif. Ça, c'est la contribution de la résiduation. Et ensuite, on aura la propriété 1, la première propriété, qui dit que ce sera un filtre de multitreillis. Ça, c'est la contribution de multitreillis. Et maintenant, le point 2 et le point 3, c'est la combinaison, la cohabitation des multisup et de la flèche. Et le 3, c'est la cohabitation du multi-inf et de la flèche. On peut bien le voir ici. Et c'est très important. Là, on a la définition, on a le système déductif qui est la contribution du Pocrim. On a le 1, M-filtre, qui est la contribution du multitreillis. Et maintenant, le 2 ici, c'est la cohabitation entre le multisup et la flèche. Et le 3, c'est la cohabitation entre le multi-inf et la flèche. Donc, voilà la définition des filtres dans un multitreillis résidué. Comme dans les autres structures, on a la notion de filtre premier, filtre N false ceci, filtre cela. Ici, on a la notion de filtre consistant qui est donnée par le petit 1, contribution du sup, petit 2, contribution du inf. Voilà pour ce qui est de la notion de filtre. Et là, comme j'ai dit, ici, je mets bien. Qu'en est-il de la notion d'idéal? Là, c'est une question de recherche. Je dis bien que c'est un open problem. Voilà des questions. Comme j'ai dit hier, on est parti tout doucement. Voilà des questions qui peuvent faire l'objet des recherches. La définition, les propriétés de l'idéal dans un multitreillis résidué. Ça reste ouvert. Bien qu'on a la notion de filtre qui se comporte bien et ça coïncide et ça obéit aux critères de la congruence, un autre problème ici, c'est la description du filtre engendré par un sous-ensemble. Ça reste aussi des questions ouvertes. Et on sait bien que c'est quand on a la caractérisation du filtre engendré par un sous-ensemble qu'on peut continuer à étudier, par exemple, la topologie qui existe bien dans tout ce qu'on a vu en haut et qui n'existe pas encore dans ce qui est en bas. Ce qui fait que voilà beaucoup de questions qui peuvent faire l'objet de recherches. Ça, c'est juste au niveau des définitions. Maintenant, si on s'en sort avec les définitions et les propriétés, on peut aussi regarder les types de filtres ou les types d'idiots. Et la relation qui existera entre les filtres et les idiots dans les multitreillis résidués. Donc, c'est vraiment un champ ouvert. Ça, je ne peux pas dire, continuer à raconter des choses parce que ça, nous-mêmes, on n'a pas encore de solutions. On va passer à ce qui est propre. Nous, on a vu, dans le cas des treillis résidués, que si on a un filtre, la relation suivante, x, r, y, c'est seulement si x flèche y ou y flèche x appartient à f, est une relation de congruence. Ça, c'est connu dans les treillis résidués. La même chose marche ici avec la notion de filtre. Et quand on a ça, l'ensemble quotient nous donne également un treillis résidué. Et lorsqu'on part d'un filtre consistant, ça s'écrase. C'est-à-dire quoi? Quand on part d'un filtre consistant, l'ensemble quotient-ci n'est plus un multitreillis résidué, mais ça devient un treillis résidué. Donc, quand vous partez d'un filtre consistant, vous quotientez, ça s'écrase. Bon, on a essayé aussi ici de définir la notion de filtre premier, et ça marche avec les résultats qu'on a en haut. Quand vous quotientez aussi par un filtre premier,
filtre premier, quotienté par un filtre premier. Le résultat ici s'écrase aussi. Mieux encore, ça donne quelque chose de linéaire. Ça donne une chaîne. Ça, c'est des résultats déjà établis. C'est le résultat avec consistant est publié. Celui-ci n'est pas encore publié, mais c'est déjà des résultats assez propres. Bon, nous avons parlé de la notion de filtre et nous avons avalé la notion d'idéal parce que c'est un problème ouvert. Toutefois, on peut continuer avec l'étude de ce qu'on connaît déjà dans les multitréés résidués. Par exemple, nous avons la notion d'homomorphisme. On a toujours un multitréé résidué comme ça. Voilà. On suppose aussi, si on veut, et un morphisme qui va de... Donc, pour moi, on ne doit pas faire le dessin où on dit ceci, c'est un treillis, tout ça. On comprend que quand j'écris L6, ça veut dire le treillis avec ses opérations. La même chose pour là. Simplifions la tâche. Ici, on dira que c'est un morphisme des multitréés résidués si on aura F est un morphisme des multitréés résidués, du multitréie, c'est-à-dire quoi? On a vu tout à l'heure que dans les multitréés résidués, c'est toujours plein. Donc, ça va transformer L. C'est tout. Ça transforme. De même, voilà. Ça, c'est la contribution venant du multitréie. Maintenant, il faut ajouter la contribution venant de la résiduation. Voilà. Donc, comme on va le voir, la plupart des choses, c'est la combinaison de la contribution du multitréie et la combinaison de la contribution du hypocrite. Et on peut démontrer, quand on a un morphisme, les résultats classiques qu'on connaît, que l'image réciproque d'un filtre ici sera un filtre. En particulier, l'image réciproque de 1 ou un F d'un filtre, ça donnera toujours un filtre. On appelle souvent le noyau. Et pour l'image directe, on suppose souvent que le morphisme est surjectif. Bon, pour continuer, nous allons parler de la somme ordinale. La somme ordinale ici va nous aider à quoi exactement? La somme ordinale ici, c'est juste un mécanisme qui nous permet de construire des exemples. C'est-à-dire, quand j'ai besoin d'un exemple de multitréés résidués, je peux prendre 2, je fais la somme directe, j'obtiens un troisième, ainsi de suite. Avant d'attaquer la somme ordinale, il est question de faire qu'on puisse s'entendre sur un certain nombre de choses.
Je reprends cet exemple-ci, l'exemple qu'on peut dire l'exemple fétiche. A, B, C, D, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je l'ai appelé L6. M6, pardon. Ça veut dire quoi? Multitreillé à 6 éléments. Ça, je le prends comme ça. Le premier travail qu'on a à faire, on a démontré que ceci, c'est le plus petit multitreillis qui n'est pas un treillis. Et quand c'est le plus petit multitreillis qui n'est pas un treillis, nous, on peut s'amuser à construire la résiduation en gardant cette relation d'ordre. C'est-à-dire à définir ce que sera A point B, toutes les combinaisons possibles, A point B, A flèche B, en faisant toutes les combinaisons possibles. Et ça, c'est un travail fastidieux. Nous l'avons fait dans un premier temps à la main. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'en s'amusant, en regardant toutes les possibilités possibles, on n'a pas pu construire une résiduation sur le multitreillé 6. Et conclusion, ça veut dire qu'il n'y a pas de multitreillé résidué d'ordre inférieur ou égal à 6. Ça, c'est le meilleur résultat que nous, on a pu démontrer. On l'a fait d'abord à la main et on a vérifié à travers des algorithmes. Dans cette situation, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que pour avoir un multitreillé résidué, on va grimper un peu. Donc, si on prend par exemple, au lieu d'avoir à l'ordre 6, on prend à l'ordre 7. En montant à l'ordre 7, on a pu construire. Donc, le résultat final, c'est quoi? Le plus petit multitreillé résidué qui existe doit être absolument d'ordre supérieur ou égal à 7. Ça, c'est un résultat capital. Et c'est à partir de là qu'on s'est amusé maintenant à déterminer la quantité. Si on monte à l'ordre 8, qu'est-ce qu'on aura? À l'ordre 9, qu'est-ce qu'on aura? Ainsi de suite. Ça, c'est l'objet du dernier cours qu'on aura à faire demain. Donc, je me résume maintenant. La proposition 16 dit ceci. Ça, c'est un résultat à retenir. Je le souligne. C'est ça. Il n'y a pas de multitreillé résidué d'ordre 6 qui étend on appelle ça diamond, qui étend ça. Ça, c'est un résultat capital. Et la démonstration, ici, on l'a fait point par point. Donc, on a, de façon discrète, on a examiné toutes les possibilités. Et la preuve est là. On a fait des suppositions, comme vous le voyez. Et le détail, c'est là. Ça, c'est calculé à la main. On n'a pas le temps pour regarder ça point par point. Mais en calculant à la main, voilà les détails du calcul. Facile à lire. Et on tombe sur la conclusion suivante. Donc, on ne peut pas construire un multitreillé résidué sur un ensemble à moins de 7 éléments. Et maintenant, comme on n'a pas pu le faire pour un ensemble à 6 éléments, il est naturel de voir si en montant à 7, on peut obtenir quelque chose. Et c'est l'objet de la suite. Voilà. Donc, comme je suis ici à 6 éléments, j'ajoute seulement un élément.
0, A, B, C, D, E. J'ajoute un élément. Je suis par exemple là. C'est la figure suivante. Voilà. Si je prends celui-ci, je fais le même travail. J'exauce toutes les possibilités. C'est-à-dire quoi? Je prends l'ensemble-ci. 1, E, B, A, C, D, 0. Je prends, j'appelle E. Pour tout x, y appartenant à E, je regarde toutes les possibilités de x, y, toutes les possibilités de x flèche y, qui fait des qui remplit les conditions de la résiduation. Lorsque j'ai fait ça, on a pu démontrer, dans un premier temps, on a pu trouver un cas qui marche. Et quand on a trouvé un cas qui marche, on est passé aux algorithmes. On a pu démontrer avec les algorithmes qu'il y en avait 6 à isomorphisme près. On va voir dans le tableau de demain. Donc, il n'y en a que 6. Et on s'est amusé à calculer à la main. Ça nous a pris environ peut-être 6 mois. Et on a constaté qu'il y en a 17. Et si on passe aux isomorphismes, on retrouve les 6 qui ont été donnés par les algorithmes. Ce qui montre que le calcul à la main et le calcul avec les algorithmes agrient. C'est pour ça que ça nous réconforte. Donc, voilà un, par exemple, qu'on a conçu à la main. Vous avez la table de la multiplication, c'est ça. Voilà un qu'on a conçu à la main. Vous avez la table de la multiplication là. Vous avez la table de la flèche. Et ça a été conçu à la main et vérifié. Et on a bien vérifié. Voilà, on a le diagramme de As. La multiplication est donnée là. Et la flèche est donnée là. Et on a bien vérifié qu'avec cette construction, on a un multitrié résidu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a regardé toutes les possibilités. Ça nous donnait 17. Mais sur les 17, beaucoup sont isomorphes. Et généralement, quand on est allé à isomorphisme près, on en a trouvé exactement 6. Maintenant, on peut parler de notre somme ordinale. On va revenir prendre les notes, mais il faut comprendre seulement la philosophie. Une fois qu'on comprend la philosophie, le reste marche. Je prends ça et je prends celui-ci par exemple. Je prends 2 multitriés résidués, je prends ça. 1, A, B, bon, je continue avec le même. Pourquoi changer? C, D, celui-ci, on a vu que quand c'est 6, il n'y en a pas, donc on est obligé de continuer. E, 1. J'ai celui-ci et je peux prendre l'autre. Je peux prendre même celui-ci. 1, X, Y, zéro. Ne compliquons pas. Prenons un cas simple. On a L1 ici, on a L2. Et on veut construire la somme ordinale qu'on va noter. L1 plus L2. Qu'est-ce qu'on fait?
on prend le bottom, on prend le plus grand élément d'ici, on le confond avec le plus grand élément ici, et tous les éléments qu'il y a ici partent au-dessus de l'autre. Ça veut dire que ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. 1, 2, 3, 4 éléments. On a 4 plus 6, ça fait 10. Ça veut dire qu'ici, on aura un ensemble à 9 éléments parce qu'on va confondre ceci et l'autre. Si on fait ce travail, on va obtenir ceci. Je peux mettre au-dessus comme je peux mettre en bas. Donc, j'ai le E, A, B, C, D, 0. Ce compartiment reste intact. J'ai dit ceci. Le 1 de ça, c'est-à-dire l'autre-ci, vient rejoindre le 1, écraser le 1 de l'autre. Ceci reste au-dessus. Donc, le 0 reste. Bon, je vais changer. On va faire changer de notation. X, Y, le 1-ci, les deux 1-ci, on l'identifie. Donc, on prend le 1 qui était là, on vient le poser sur le 1-ci, ça devient le 1. Donc, le 1-ci et le 1 là, on les écrase. Voilà la façon de faire la somme ordinale. Ça nous donne le treillis, le multi-treillis. Et maintenant, il faut définir la flèche et la résiduation. Ceci se fait de façon naturelle. On va le voir ici. Voilà. Quand je parle donc de somme ordinale, on prend deux pour crime d'abord. On confond le plus grand élément. On confond les deux plus grands éléments et on met un au-dessus de l'autre. C'est ça la technique. Et maintenant, pour définir la multiplication, c'est ça. Pour définir la multiplication, on a deux possibilités. Quand on aura à travers x plus y est égal. On a deux choix. Si les deux viennent de L1 et L2, le problème ne se pose pas. Ça sera donc si les deux viennent de L1, il n'y a pas de problème. Si les deux viennent de L2, il n'y a pas de problème. Le problème va se poser maintenant si l'un vient de l'autre côté et l'autre vient de l'autre côté et vice-versa. Et là, nous, on a la technique pour générer. De même, pour la flèche, quand les deux vont venir de là, il n'y a pas de souci. Quand les deux vont venir d'ici, il n'y a pas de souci. Quand l'un vient de ça et l'un vient de l'autre, quand c'est plus petit, on va prendre le résultat là. Si c'est plus grand, on va prendre le résultat là. La technique est là sur l'écran. Donc, en conclusion, nous disons tout simplement que la somme ordinale, c'est une technique qui permet de construire beaucoup d'autres multitreillis à partir d'un multitreillis déjà connu. Ce qui fait que pour l'étude des multitreillis résidués, comme nous avons commencé, il y a 4 ans, on avait des soucis parce qu'on avait un problème d'exemple, mais avec cette technique de la somme ordinale, le fait qu'on a pu construire une bonne quantité, je prends par exemple à l'ordre 6, à l'ordre 7, on a construit 17 qui sont réduits à 6. À partir de là, on peut générer beaucoup d'autres exemples. Donc, pour quelqu'un qui veut s'aventurer à l'étude des multitreillis résidués, le problème d'exemple qui se posait il y a 4 ans, aujourd'hui, c'est un problème carrément résolu. Ça, c'est en ce qui concerne, les exemples. Maintenant, ça, c'est en ce qui concerne les exemples.
Maintenant, l'un des problèmes que nous avons pu résoudre ici, c'est que quand on a la somme ordinale de deux multitreillés résidués, quand on a deux multitreillés résidués, en faisant leur somme ordinale, on a pu établir beaucoup de propriétés intéressantes. Par exemple, si on a M1 et M2, deux multitreillés résidués, la somme ordinale est un multitreillé résidué, ça c'est clair. Si l'un est full, alors on a le résultat 2. Si N est un filtre, on a le résultat 3. On montre que le quotient par le filtre N est canoniquement isomorphe à M. Et si N est consistant, la somme ordinale de un multitreillé résidué par un filtre qui est consistant donne toujours un treillé résidué. C'est le vocabulaire qu'on a souvent utilisé en disant que le résultat s'écrase. La démonstration de 1, 2, 3, 4, 5, 6, le résultat est là. Ce n'est pas facile à démontrer, ce n'est pas non plus compliqué. En utilisant les éléments de base, nous obtenons le résultat sans se faire des soucis. Avant d'aller à la pause, nous pouvons faire le commentaire suivant. Quand nous reprenons la référence 2 ici, là, et tout ce qui nous motive pour étudier les multitreillés résidués, c'est que la première chose qu'on a, la question d'exemple est résolue. Deuxième chose, on a un champ d'application. Et on a essayé, et le domaine reste ouvert, c'est l'analyse formelle des concepts. Formal Concept Analysis. Nous avons qu'il y a beaucoup de résultats dans la littérature où la notion de treillis a été appliquée en analyse formelle de concept, la notion de treillis résidués également. Donc, les multitreillis résidués étant une généralisation de la notion de multitreillis, de treillis résidués et treillis, on est convaincu que l'apport des multitreillis résidués dans les applications en analyse formelle des concepts est prometteur. Nous allons arrêter ici. S'il y a des questions, on va reprendre dans... Il est 15 h exactement. Si on fait une pause de 10 minutes, on reprend à 15 h, 15h10. Nous entamons donc le dernier chapitre de ce cours, l'avant-dernier chapitre, puisqu'on aura un chapitre 7 qui fait partie des applications. Et ça, c'est le chapitre 6 qui parle des sous-classes of Residual Utilities. Pour ceux qui ont suivi ce cours dès le début, le chapitre, on a eu, si on a le document, on a au chapitre 1 les treillis, qui était une généralité. Au chapitre 2, les treillis résidués. 1, 2. Et au chapitre 3, New Class of Residual Lattice. Et chapitre 4, multitreillis. Chapitre 5, multitreillis résidués. Chapitre 6, ça, je l'ai appelé sous-classe Residual Multilattice. En un mot, le chapitre 6, c'est similaire au chapitre 3. Donc le chapitre 6 est la similarité des résultats qui existent au chapitre 3 qu'on va essayer d'étendre au multitreillis résidué. Avant d'aller dans la discussion, nous savons que ici, nous avons eu beaucoup de sous-classes. Par exemple, RL plus divisibilité, RL
plus prélinéarité, RL plus idempotence, RL plus De Morgan, RL, on en a beaucoup, idempotence, RL, stonienne, ainsi de suite. Nous avons eu ça au chapitre ci et comme contribution, nous avons affaibli les notions à droite et on a eu les notions par exemple de RL plus semi-divisible, RL plus semi-prélinéarité, RL plus semi-idempotent, RL. Bon, ici on n'a pas traité les semi-De Morgan, c'est à venir. RL, on n'a pas parlé des semi-stoniennes, mais tout ça c'est à venir. L'idée maintenant, c'est de prendre tout ça globalement maintenant. Et étudier ça ici. On prend tout ça, on l'injecte ici. On va voir ce que ça va donner. Et là, comme ici, généralise ceci, on aura aussi généralisé tout ce travail. Et quand on va arriver dans le domaine des applications, on espère avoir des résultats meilleurs que les résultats qui existent dans la littérature. Donc, voilà en gros ce qu'on compte faire dans le chapitre 6 et beaucoup de résultats qu'on nous, particulièrement, on a obtenus dans les chapitres 6 sont encore publiés et c'est un champ de recherche encore très, très ouvert. Si je prends un exemple comme au chapitre 2, nous pourrons revenir là-dessus. Voilà. Nous avons l'exemple du diagramme suivant au chapitre 2. Et l'idée était de compléter. Une partie de ce diagramme provient de là. L'idée, c'est de compléter avec ça. Et vous voyez que tout reste à faire quand on va tomber ici. Ici, il faut seulement compléter avec la partie gauche. Alors qu'ici, tout est à refaire. C'est un domaine encore vaste, capital, important, de contributions dans les multitreillis résidués. Donc, on revient à nos moutons. Voilà. Donc, ici, on ne navigue pas à vue. On sait là où on commence et on sait là où on va arriver. La question maintenant, c'est comment faire pour y arriver. Dans un début, nous n'avons pas, rien n'a été sorcier. Tout est parti du fait que Cabrera et autres ont démontré que si x étoile x égale à x, si vous prenez un résidu tête les 10, vous ajoutez cette condition, vous n'obtenez une algèbre de LT. C'est-à-dire quoi? Quand vous obtenez ceci, quand vous ajoutez ceci à votre multitreillis résidué, le ça devient ça, le ça devient ça, et mieux encore, le ça devient ça. Ça, c'est ce qui existe dans la littérature. Quand on a vu ça, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Si ça se passe ici, ainsi, ça veut dire que la notion de l'idempotence est perdue dans les multitreillis résidués.
Et si la notion d'idempotence est perdue dans les multitreillis résidués, qu'allons-nous faire? Il faut donc créer une nouvelle sous-classe qu'on va appeler semi-idempotent, qui existait déjà. Semi-idempotent. Et quand on a défini cette notion de semi-idempotent, et dans le cadre des multitreillis résidués, chanceux, on a pu construire un exemple. Et une fois que j'ai construit un exemple, avec la somme ordinale et autres, je peux en avoir beaucoup d'autres. Ce qui fait que cette notion qui n'existe pas dans les multitreillis résidués peut être affaiblie et on obtient la notion de semi-idempotent qui existera dans les multitreillis résidués. C'est toute cette gymnastique qui fera l'objet de ce chapitre. Bon, on va prendre un cas où on va détailler et le reste, ce sera dans la même philosophie. Bon, prenons le cas de semi-idempotent. Un treillis résidué est semi-idempotent, est idempotent, c'est seulement si pour tout x, y, pour tout x appartenant à L, un treillis résidué pour tout x appartenant à L. Voilà. Nous avons donc là l'idempotence. Cette méthode, je l'ai expliquée hier, quand je voulais faire les applications dans les treillis résidués. La même formule marche qu'ici. Quand vous avez une situation, une équation comme ça, avec les x, on peut l'affaiblir et obtenir ici la semi-idempotence en travaillant avec le complément. C'est la même formule et la même méthode qu'on va appliquer ici. Ce qui veut dire que ceci sera affaibli et on aura R multi résidué tête multilétis est semi-idempotent. C'est seulement si, j'ai dit ici, on travaille avec les primes. Voilà la définition des semi-idempotents. Et le premier résultat, c'est quoi? C'est qu'on démontre que quand on a ça, ça s'écrase. Quand on a ceci, ça ne s'écrase pas. Pour le voir, c'est quoi? On a juste conçu un exemple. Voilà un exemple. Voilà un exemple. Ici, c'est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. On a son diagramme des As. Nous avons la table de la flèche. Nous avons la table de la multiplication. Et c'est facile de voir qu'on a un exemple de semi-idempotent qui est naturellement non idempotent, puisque si c'était idempotent, le multisup et le multi-1 devraient s'écraser. Donc, voilà une nouvelle notion qu'on a créée. Voilà un exemple qu'on a construit. On peut en construire beaucoup d'autres exemples en utilisant la somme ordinale qu'on a définie tout à l'heure. Et maintenant, la chose à faire, c'est de regarder ses propriétés et le lien avec les autres sous-structures qui existent. C'est l'objet de la suite. Donc, la première proposition, nous donne une caractérisation de la semi-idempotence. Et ça, c'est des résultats semblables à ce que nous avons vu au chapitre 3.
Maintenant, on s'amuse à faire les combinaisons. Et là, j'aurais besoin de la définition de un multitréé résidué plus régularité. Régularité ici, c'est-à-dire voilà. Un treillis résidué plus régularité. On a vu que quand on impose aussi cette condition, ça ne s'écrase pas. Donc, il existe bien des multitreillis résidués qui vérifient la régularité. Sauf que si on combine la régularité et la semi-idempotence, le résultat sera idempotent. Facile à voir ici. Donc, on écrit ceci. Idempotent entraîne semi-idempotent. J'ai fait ce genre de gymnastique l'autre jour. Maintenant, semi-idempotent n'entraîne pas idempotent. Toutefois, si on régularité, semi-idempotent plus régularité entraîne idempotent. Voilà le résultat qu'on a. On peut s'amuser à faire les preuves. La preuve n'est pas facile à voir. Si on prend par exemple celui-ci, pour obtenir l'idempotence, il suffit seulement d'appliquer le prime, de travailler avec le prime. On aura donc x prime, prime, x prime, prime. Le tout prime doit nous donner x prime, prime, prime. Ceci, à cause de la régularité, nous donne x. Ceci, à cause de la régularité, nous donne aussi x prime qui doit nous donner. Ici, on sait que c'est x prime. On applique la double négation, on notera ça. X prime prime va nous donner x prime prime. Et comme c'est régulier, ça nous donne x égale à x. Donc, régularité et semi-idempotent, nous on obtient rapidement que c'est idempotent. Voilà comment on a affaibli la notion de l'idempotence et on a obtenu la notion de semi-idempotent qui existe bel et bien dans le cas des multitreillis résidués. On montre également que idempotent et régularité qui va entraîner l'algèbre de Boole. Nous, on a bien défini l'algèbre de Boole au début de ce cours. Et comme on a vu que l'idempotence et la régularité donnent une algèbre de Boole, on peut conclure que l'unique semi-idempotent et régulier est l'algèbre de Boole. On passe à une deuxième notion qui est la semi-divisibilité. Pour la semi-divisité, je préfère qu'on explique suffisamment et après on va regarder les notes et ce sera plus facile à comprendre. On a un divisibilité, c'est quoi? C'est x voilà. Ça, c'est la divisibilité dans les treillis résidués. Donc, un treillis résidué, c'est dit divisible si on a vérifié l'équation là. Cette notion a été étudiée par Turunen et beaucoup d'autres chercheurs et a des applications dans beaucoup de domaines. Maintenant, on saute, on quitte le treillis, on se retrouve maintenant dans les multitreillis résidués. Ici, on est dans une situation non déterministe.
Donc, ici, c'est un élément. Ici, c'est un élément. Maintenant, celui-ci est transformé en multi-inf, dont on a x et y. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, dans les multitreillis résidués, l'opération aussi ne change pas. Ça reste. Ici, l'opération aussi ne change pas. Ça reste. Donc la divisibilité ici, dans le cadre des multitreillis résidués, sera quoi? Question de bon sens. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'intuition et ça doit marcher proprement. Ici, on a un élément. Ici, on a un ensemble. Qu'est-ce qu'on peut mettre entre un ensemble et un élément? Le candidat est naturel. On ne peut qu'avoir ceci. L'appartenance. Donc, ceci nous donne la définition de divisibilité dans le cas des multitreillis résidués. Il n'y a rien de sorcier pour créer cette définition. C'est question de bon sens, fonction des éléments qu'on a, d'environnement en fonction de l'environnement dans lequel, un environnement dans lequel nous travaillons. Maintenant, quand vous créez une nouvelle équation comme ça, vous l'appliquez dans une structure algébrique comme ça, le premier travail à faire, c'est de construire un exemple. Voilà le début du travail. Nous nous sommes amusés, dans un premier temps, à prendre les cas qui existent dans la littérature. On a essayé de chicoter de tous les côtés. On n'a rien obtenu. Quand on a essayé de chicoter de tous les côtés, on n'a rien obtenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose n'existe pas. Bon, quand je dis n'existe pas, ce n'est pas tout. Il faut le démontrer. On a donc démontré que si on a l'équation comme ça, automatiquement, celui-ci va s'écraser, va devenir ça. Donc, la notion de divisibilité qui existe bien dans les treillis résidués ne peut pas être généralisée dans le contexte des multitreillis résidués. Donc, nous ne pouvons plus nous permettre de parler de divisibles multitreillis résidués. Cette notion est complètement perdue et nous l'avons démontré mathématiquement. Et c'est clair. Toutefois, comme cette équation n'existe pas, ne peut pas être généralisée, nous on a de la chance. Nous on a la semi-divisité qui avait été étudiée par Turinen, qui dit ceci, x', y' égale à x', y', le tout prime, puisqu'on a dit qu'on travaille avec les primes. C'est bon? Oui. Ça, c'est la semi-divisibilité. Nous ne l'avons pas créée, ça existe dans la littérature. Et avec le même mécanisme, nous allons sauter et tomber dans les multitreillis résidués. Ici, on aura prime. De ce côté, ça reste. Le tout prime. Question de bon sens. Ici, on a un élément. Ici, on a un sous-ensemble. On ne peut avoir que ça. Et c'est ça qu'on a appelé semi-divisibilité dans le contexte des multitreillis résidués. Ça, la définition ou bien l'équation-ci est devenue de façon naturelle. Maintenant, on s'est amusé aussi à tester, voir. Ici, ça n'a rien donné. Heureusement pour nous,
qu'ici, on a pu construire des exemples concrets de multitréiers résidués semi-divisibles qui vérifient la propriété ci. Conclusion. Cette notion existe dans les treillis résidués. Quand on passe ici, cette notion disparaît. Ça veut dire que cette notion est très forte et n'a pas d'essence dans les multitreillis résidués. Par contre, cette version, qui est une version plus faible, quand on l'amène dans le contexte des multitreillis résidués, ça marche bien. Et là, on a des exemples. On peut en construire beaucoup, en l'air d'être de la somme ordinale que nous avons définie, et beaucoup d'autres techniques. Maintenant, nous avons créé ceci. Nous avons eu des exemples. Le travail à faire, c'est rechercher les propriétés. Et le lien avec les autres. Tout à l'heure, quand on était ici, j'ai dit que divisible entraîne semi-divisible, mais la réciproque n'est pas vraie. Pour la réciproque, il faut la régularité. Ce genre de résultats, je ne peux plus espérer ça ici, parce que celui-ci est perdu. Donc, je n'aurai qu'à me contenter de la notion faible, qui est la notion de semi-divisibilité. C'est ça la philosophie de ce travail. Bon. Pour continuer, j'ai donné des explications. On peut s'amuser maintenant à prendre les notes. Voilà, j'ai parlé de la semi-idempotence. Voilà un des exemples. Bon, on peut prendre des notes. Le temps de souffler un peu. Donc, voilà l'exemple des semi-idempotents que j'ai dit que ça existe bien. On a combiné la notion de semi-idempotence et la régularité. On a dit que ça donne idempotent. Et voilà beaucoup d'autres exemples que je défile là. Voilà les propriétés des semi-idempotence. Voilà la semi-divisité dont j'expliquais ici tout à l'heure au tableau. Donc, la question, je reprends la situation. On a l'équation ci qui est la semi-divisibilité, qui a la divisibilité. La notion faible, c'est ça qui est la semi-divisibilité. Et on a démontré que ceci n'a pas de sens. Par contre, ceci a un sens. Voilà, pour celui qui veut prendre les notes, voilà la divisibilité dans le cas des multitreillis résidués.
Et voilà une proposition qui nous a permis à démontrer que ça s'écrase. Le résultat 10. Le résultat du 10 nous dit donc que si un multitreillis résiduel a vérifié la condition si, elle s'écrase. Ça, c'est un résultat important. Et la preuve est là. Et comme ça s'écrase, nous avons la notion faible qui est la semi-divisibilité qui existait déjà dans les treillis résiduels. On a juste transmis. Et ça, on a démontré que ceci ne s'écrase pas. Avec l'exemple 12 qui nous donne un cas de treillis résiduels semi-divisibles. Et on a bien Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on a exemple, propriété, lien avec les autres. Là, on démontre que semi-divisible, semi-divisible résiduel multilattice est contenu dans l'ensemble des semi-idempotents. Et comme j'ai dit au début de ce cours, par rapport au diagramme que je vous ai montré, ce diagramme doit être complété et une partie a été déjà étudiée. Les études restent en cours pour compléter le diagramme et obtenir quelque chose de complet, comme dans les treillis résidués. Donc, on démontre que tout multitreillis résidué semi-idempotent est semi-divisible. Mais à l'aide d'un contre-exemple, on démontre que la réciproque de ces résultats n'est pas vraie. Donc, on peut s'amuser à dire ceci. Semi-idempotent entraîne semi-divisible. Ça, c'est le résultat qu'on a. Mais la réciproque n'est pas vraie. On peut s'amuser donc à rechercher ce qu'on va ajouter pour avoir la solution. Et la proposition 15 nous donne une propriété caractéristique de la notion de semi-divisibilité. Et là, on est là, exemple, propriété, lien avec les autres. Tout ça a été étudié proprement. Voilà. Donc, pour nous résumer, dans le cadre des multitreillis résidués, ce qu'on a déjà pu créer comme sous-structure, on n'a pas pu avoir l'idempotence, c'est perdu. On a pu obtenir la semi-idempotence, c'est gagné. En ce qui concerne la divisibilité, c'est perdu. Mais la semi-divisibilité est gagnée. Et je crois qu'on va faire ça sous forme d'un tableau pour ne rien oublier. Ici, on est dans le cadre des treillis résidués. Ici, on est le cadre dans les multitreillis résidués. C'est mal placé. On va le remplir, ce tableau, au fur et à mesure. Voilà. La première propriété ici, c'est idempotence. Ici, ça existe, bien que ça donne une algèbre de Hilty. Ici, non. Quand c'est là, on passe la semi-idempotence. Ici, oui. Ici, oui. On passe à la semi-divisibilité. Non. Allons pas à pas. On passe à la divisibilité. Ici, oui.
Ici, non. Maintenant, semi-divisibilité. Ici, toujours 8. Ici, 8. Voilà ce qu'on a déjà obtenu comme résultat. On va s'amuser à continuer avec les investigations. Et la notion que nous avons maintenant sous la main, on va l'appeler prélinéarité. Bon, pour la prélinéarité, il n'y a rien de sorcier. Dans le cas des treillis résidués, c'est l'équation ci. Ça, c'est l'équation de la prélinéarité dans les treillis résidués. Qu'allons-nous faire? Question de bon sens, on doit grimper. Ici, la flèche n'est pas au déterministe, non déterministe. Ici, la flèche est non déterministe. Et ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On a question de bon sens. Ici, c'est un ensemble. De ce côté, le 1, c'est un élément. Donc, on doit avoir ceci à partir. Ça, c'est la définition de la prélinéarité, partant de la définition de prélinéarité connue dans les treillis résidués. Mais, je dis ceci, le 1-ci appartient à cet ensemble. Le 1 est le plus grand élément des ensembles. Car, conclusion, ça veut dire que ceci ne peut être que 1. Donc, on veut démontrer que quand vous prenez deux éléments quelconques, vous faites la flèche, vous faites le multipli, tout ça va donner uniquement 1. Ça, c'est la définition de la prélinéarité. Je vous dis bien que, logiquement, ça devrait être ceci, puisque ceci, c'est un ensemble et ici, c'est un élément. Mais le problème, c'est que ceci, c'est le plus grand élément. Ça veut dire que ça ne peut être que 1. Voilà la définition de la prélinéarité. Et là, c'est là où on a eu tous les problèmes du monde. Une fois défini comme ça, comme tous les autres propriétés, la première des choses à faire, c'est de trouver un exemple. Ça, nous l'avons défini depuis 2017. Et ni on n'a pas pu démontrer que ça n'existe pas, on n'a pas pu démontrer que ça existe. Le problème est resté ouvert. Jusqu'à mai l'année dernière, où à travers les algorithmes, on a vu que à l'ordre 12, on a pu trouver un exemple. Donc, l'exemple existe. Mais cette fois, pour n égale à 12. Vous constatez donc que ces genres d'études, et comme on faisait des études à la main, c'est l'apport des algorithmes qui nous a permis d'attraper un premier élément à l'ordre 12. Et comme je vous ai dit, si j'ai un élément à l'ordre 12, moi je n'ai plus de soucis. J'ai la somme ordinale que nous avons définie là pour construire les autres exemples. J'ai beaucoup d'autres techniques pour construire des exemples. Donc, un exemple, on a pu trouver un exemple à l'ordre 10. Et maintenant, comme on a trouvé un exemple, le travail à faire, c'est de chercher les propriétés. Chercher les propriétés, chercher le lien avec les autres. Voilà. Ce qui fait que, si je viens ici maintenant, prélinéarité, j'ai juste, c'est bon. Voilà là où nous sommes. Et je crois qu'on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui.
et continuer demain. Puisque, comme j'ai dit là, l'exemple existe, les propriétés, le lien. Et demain, on va s'amuser à pour un avant-goût pour demain. Je dis bien, je rentre au chapitre 2 toujours, puisqu'on ne parle pas, on parle de ce qui existe pour améliorer, on ne crée rien. Si je pars au chapitre 1, 2, où nous étions, au chapitre 2, où nous étions, voilà. Au chapitre 2, là, nous avons calculé le nombre de sous-classes qui existent. Le travail de main consisterait à calculer le nombre quand on est dans cette situation, puisque le tableau là nous donne le nombre quand on est dans cette situation. Ça, c'est ce qu'on aura comme demain, comme résultat. Et ensuite, nous avons celui-ci. Voilà, nous avons le résultat là. Nous allons voir ce que BL a produit, MTL a produit, De Morgan a produit, Régulier a produit, Stonian a produit, Eltin a produit, Boolean a produit, ainsi de suite. Et en bas, comme ici en bas c'est les treillis résidués, en bas on aura les multitreillis résidués. Donc, le travail à faire demain, c'est compléter le tableau suivant et calculer les nombres des éléments jusqu'à l'ordre 12. Pourquoi l'ordre 12 ici? Puisque c'est à l'ordre 12 qu'on a pu attraper un exemple et les algorithmes n'ont pas pu continuer à l'ordre 12. Deux choses à faire, comme j'insiste, soit on va améliorer les algorithmes, soit on doit chercher une machine assez puissante pour continuer même à l'ordre 13 ou à l'ordre 14 améliorer. Voilà l'objectif à atteindre à long ou à court terme. Bon, sur ce, nous on a encore peut-être 5 minutes. On peut arrêter ici et attendre les questions. Je vous remercie.